Extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, l'état d'avancement du projet est abordé par les représentants des pays membres de la CEDEAO. Ils sont en séjour à Ouagadougou. Une rencontre de 48 heures a débuté aujourd'hui et des propositions concrètes d'action seront attendues. Session ordinaire de 2020 du Comité national de pilotage des pôles de croissance à l'occasion, bilan de 10 ans de mise en œuvre et visite terrain, images dans ce journal. Et puis enfin, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la réquisition du parquet national financier contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il est jugé pour corruption et trafic d'influence. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nous débutons par cette actualité. Ce matin à Tanguenda-Souri, des manifestants ont barricadé la route nationale numéro 1 et incendié des pneus en signe de protestation suite à la mort d'un jeune homme de 21 ans. Ce dernier aurait été abattu par la police pour avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle. Après plusieurs heures de blocus donc à Tanguenda-Souri, les barricades ont finalement été levées aux environs de 17 heures. Retour sur les circonstances du drame avec le récit d'un témoin oculaire. C'est dans ce reportage signé Michael Toukri. Bavure policière au refus d'obtempérer à un contrôle, les circonstances du décès du jeune de 21 ans ce 9 décembre dans la commune rurale de Tanguenda-Souri restent encore floues. Nazer Kaboré, un des manifestants et témoin oculaire, très remonté contre les éléments de la police nationale en poste dans la localité, donne des précisions sur les raisons de la colère de la population. Le petit partait au niveau de son ferme, puisque c'est un fermier, et quand il partait, bon, il y a la police aussi qui était un peu devant et qui faisait le contrôle. Voilà, le policier, le voyant tourner, voilà, il a pris un autre la police pour aller courager l'enfant. Disons qu'il a dévancé l'enfant dans le site. Arrivé, il a essayé de faire arrêter l'enfant. L'enfant a voulu tourner et puis l'a abattu. On a vu que le regretté était couché ici. Maintenant, la montée était partie vers là. Voilà. Retour sur les lieux du drame dans le village de Balolé. C'est ici, précisément en ces lieux, que le jeune fermier a été mortellement fauché. La scène du drame est à plus de 200 mètres du goudron, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fermier et le policier pour qu'un tel incident se produise? Pour l'heure, difficile d'apporter des éléments de réponse. Une chose est sûre, c'est la consternation dans cette commune rurale. Quand on manifestait, on voulait réclamer quand même pour que cette situation ne se répète pas. Vous-même, personne, on ne sait pas comment qualifier cette situation. Premièrement, pour dire à la police sincèrement qu'on n'est pas content de ce qu'ils ont fait. Voilà, notre premier but. Et puis, on voulait aussi voir celui même qui a fait l'acte pour qu'il s'exprime, pourquoi il a fait ça. Si pour l'instant, les circonstances du décès restent encore troubles, la mort du fermier a eu pour conséquence de vives manifestations, entraînant la fermeture momentanée du commissariat et la pose de barricades par les manifestants sur la route nationale numéro 1. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 17h30, la tension avait baissé d'un cran et la nationale 1 ouverte à nouveau à la circulation. Un reportage de Michael Toukri donc qui porte la voix de Adam Khaled Ouedraogo. Dans la suite de ce journal, je vous le disais en titre, des représentants des pays membres de la CEDEAO sont en séjour à Ouagadougou. Ils prennent part à une réunion de consultation sur le processus de développement du projet d'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Le point de l'avancement du projet sera fait. La réunion qui a lieu sur 48 heures a débuté aujourd'hui. Le point avec Maxime Jod Bambara. Réunis à Ouagadougou, ces représentants des pays membres de la CEDEAO vont 48 heures durant s'imprégner de l'état d'avancement du projet d'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Selon le représentant de la CEDEAO, l'un des handicaps majeurs au développement de la région reste l'accès à l'électricité aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Et la réalisation de ce projet devrait permettre de résoudre les problèmes d'accessibilité et de disponibilité de l'énergie. À cette rencontre, il est essentiellement question pour nous, au niveau de la commission de la CEDEAO, d'expliquer aux États membres, aux experts des États membres,
les avantages d'avoir une synergie, par exemple, avec le projet Nigeria-Maroc, d'avoir leur avis, et nous allons réfléchir ensemble et avoir une décision collective de la région que nous allons proposer, j'allais dire, aux décideurs pour validation, et voir comment acheminer, aller ensemble avec le projet du gazoduc Maroc pour finaliser, puisque nous avions déjà un certain nombre d'actions que nous avons entreprises pour notre première phase du projet. Nous avons mis en place déjà un comité technique pour la mise en œuvre du projet, comment finaliser le processus, soit avec les gens du gazoduc Nigeria-Maroc. À cette réunion de consultation des États membres sur le processus de développement du projet d'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, il est question d'élaborer les stratégies nécessaires pour garantir l'approvisionnement de la région ouest-africaine en gaz naturel et ainsi faire face aux enjeux futurs. Projet qui, pour le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, présente un intérêt particulier pour le Burkina Faso. Le gaz, c'est une source d'énergie assez propre et assez qui permet donc de jouer sur le prix de l'énergie et d'améliorer également l'accessibilité. Donc c'est pourquoi donc les États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à faire en sorte que cette source d'énergie là puisse être vraiment accessible dans tous les pays de l'espace CEDEAO. Le Burkina est résolument engagé à faire en sorte que l'énergie puisse être accessible et à moindre coût. Parce que vous savez bien que il y a un facteur qui est très important dans le développement d'un pays, c'est le coût de l'énergie. Une fois que vous avez donc maîtrisé ce facteur-là, donc les entreprises seront plus compétitives et les investisseurs donc vont pouvoir mieux en tout cas investir et ça va forcément créer le développement. Il est donc attendu des experts des pays membres de la CEDEAO des propositions d'action concrètes pour le démarrage effectif du projet d'extension du gazoduc à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le coût et le délai de réalisation de ce projet restent à définir. En rappel, le premier gazoduc qui relie le Nigeria au Ghana, débuté en 1982, a été mis en service en avril 2011. Le Comité national de pilotage des pôles de croissance a tenu sa session ordinaire de l'année 2020 ce 8 décembre à Bagré-Pôle dans la région du Centre-Est. Le bilan de 10 ans de mise en œuvre est en question. Une occasion également pour visiter les travaux sur le terrain et donc tirer des leçons pour les autres pôles de croissance en passe d'être réalisés. Abdelrahmine. Après 10 années de mise en œuvre, le pôle de croissance de Bagré, c'est aujourd'hui plus de 5000 hectares de terres aménagées pour des activités économiques. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'élevage et une usine de décortiquage du riz made in Burkina. En ce qui concerne le riz, la capacité de production par an est passée de 16 000 tonnes en 2012 à 28 000 tonnes en 2019. De façon générale, le bilan est jugé satisfaisant. Cependant, des insuffisances sont à relever et doivent être prises en compte pour la réussite des autres pôles de croissance en perspective. Nous sommes partis des premiers aménagements qui n'étaient pas tout à fait aux normes et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tache d'huile. Et nous avons également noté que quelques difficultés subsistent. D'abord, il faut corriger la lourdeur administrative parce que ce qui a été handicapant, vous avez vu des témoignages ici qui montrent qu'effectivement nous devons, c'est vrai que nous avons créé une société économique, mais nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé par-ci par-là pour retrouver qu'au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance pour gérer l'ensemble des questions sectorielles. Et je pense que si on arrive à cela, ça va nous être très utile. Dans la mise en œuvre du projet, le gouvernement a décrété cet espace de plus de 30 000 hectares comme une zone d'utilité publique, chose qui affecte près de 1300 personnes qui ont été dédommagées par des terres aménagées. Et à l'occasion de cette visite, 300 personnes ont reçu leur titre foncier. Depuis que nous sommes là, nous avons eu 3 DG qui nous ont promis le papier, mais nous n'avons rien eu. Avec ce DG, notre vœu s'est concrétisé. Sincèrement et en toute honnêteté, nous sommes contents.
Certes, il y a plus de 1000 personnes qui sont toujours dans l'attente de ces précieux papiers. Nous avons des doléances aussi à l'endroit du ministre de nous aider pour l'écoulement de notre production, le riz. Si l'écoulement est bon, nous sommes sûrs que Bagré pourra nourrir tout le Burkina Faso. Avec la nouvelle technique, notamment celle de l'irrigation, les agriculteurs produisent 3 fois dans l'année. Mais le véritable problème posé au cours de cette session ordinaire est l'écoulement des produits sur le marché. Le ministre de l'économie a rassuré de la volonté du gouvernement à trouver des solutions pérennes à ce problème et à poursuivre le processus de dédommagement. Il était un cadre au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC avant sa démission à quelques jours des élections présidentielles et législatives. Après donc le double scrutin de 22 novembre dernier, Justin Compaoré, plus connu sous le nom de Pouenaba, a reçu une équipe de True TV pour des échanges sur des questions d'intérêt national, les résultats des élections, la question des défis sécuritaires, la réconciliation nationale et même son avenir politique. Le parlementaire a donné des explications sur chaque point donc énuméré. On en parle avec Michael Toukré. Pour certains, avaient besoin de moi. Démissionnaire de l'Union pour le progrès et le changement, Justin Compaoré, connu sous l'appellation du Pouenaba, n'est pas du tout surpris de l'élection au premier tour du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. L'UPC, avant d'aller en campagne, n'avait pas un maillage entier du territoire et cela pouvait être une certaine faiblesse. Également au niveau du CDP, qui est un grand parti, il y a eu beaucoup de problèmes. Au niveau de l'opposition également, c'était une alliance de circonstances, chacun voulant utiliser l'autre pour tirer la couverture vers soi. C'est juste... Mais en réalité, au-delà des questions de gouvernance dénoncées par les démissionnaires au sein de l'UPC, qu'est-ce qui en réalité a bien pu pousser le Pouenaba à claquer la porte, lui qui vouait un certain respect et admiration pour le docteur Zéphirin Diabré? Que beaucoup ne savent pas, parce que même dans ce communiqué, il a été dit que le Saman Naba de Kamsonrin est le Gansowa du Moro Naba. Le Gansowa, c'est le logeur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Saman Naba également, c'est mon logeur. Et il était important pour nous d'être assez intelligents pour ne pas laisser la politique influer dans notre gestion coutumière de nos traditions. Parmi les défis auxquels doit faire face le président Roch-Marc Christian Kaboré, les questions de développement. Mais avant ces défis, le plus urgent reste celui sécuritaire, surtout la lutte contre les groupes armés. Quelle stratégie adopter face à ces groupes armés? Pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré pendant la campagne, le message était le même, pas de négociation avec les terroristes, contrairement à ses concurrents qui privilégiaient la voie de la diplomatie. Pour le parlementaire, la multiplicité des groupes armés aux revendications diverses fragilise toute voie de la diplomatie. Beaucoup de ces groupes-là ont des intérêts, souvent même rivaux. Alors donc c'est très difficile de négocier. Je ne sais pas, quand on parle de négociation, on peut peut-être négocier avec un certain nombre de groupes, mais l'ensemble pour négocier pour l'ensemble de ce phénomène-là, je ne pense pas que ce serait assez efficace, mais je n'exclus pas non plus qu'il y ait la possibilité pour le Burkina Faso de négocier de temps à autre, pour une certaine accalmie. L'autre grand défi qui s'annonce pour le président Kaboré, la question de la réconciliation nationale et surtout le retour au bercail de l'ancien président Blaise Compaoré. Pour le député et fondateur du mouvement démocrate, le MODEM, la place de Blaise Compaoré, c'est bel et bien au Burkina Faso. Et puis, c'est un débat qui fait rage sur les réseaux sociaux. Le positionnement de l'UPC, faut-il que le parti de Zéphirin Diabré, désormais 4e force politique après les législatives du 22 novembre dernier, reste au CEFOP ou rejoigne le MPP pour une cogestion du pouvoir? La question se pose, même si dans la réalité, le parti de Roch Kaboré n'a pas forcément besoin de l'apport de l'UPC pour se faire une majorité au Parlement. Et pour Justin Compaoré, ancien cadre du Parti du Lion, la place de l'UPC est bel et bien aux côtés du CDP à l'opposition. Écoutons les raisons du député membre fondateur du MODEM, mouvement démocrate plutôt. C'est avec Michael Toukré.
l'avenir de l'UPC devrait se situer au sein de l'opposition politique actuelle, au sein du CEFOP. Quel intérêt l'UPC aura à aller avec le MPP, à aller avec la majorité, dès lors qu'elle n'a pas participé à la victoire du président Roch-Marc Christian, du candidat Roch-Marc Christian Kaboré? Qu'est-ce que l'UPC pourra avoir en retour, sauf que quelques subsides, quelques petits postes pour quelques cadres? Est-ce que quel regard les militants auront de cette démarche qui est d'aller vers... Pour ma part, je crois que si l'UPC veut avoir la chance de gouverner un jour, c'est de rester aux côtés du CDP. Et ils vont former vraiment, je crois, un très bon tandem parce que les peuples ont besoin d'une opposition forte, d'une opposition responsable et également une opposition qui donne la voie et également trace le chemin. Le CDP et l'UPC ensemble, en tout cas, va constituer, pour ma part, je crois, une opposition assez qualifiée pour faire des propositions. Je crois que les Burkinabés auront besoin de ça. Ça va également faire en sorte de fouetter le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré pour aller dans un combat, pour former un gouvernement de combat, pour que les aspirations du peuple burkinabé puissent être vraiment prises en compte dans leur ensemble et qu'on puisse aller vers un développement vrai. À l'occasion de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption, un forum national sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina avait lieu hier et aujourd'hui au Sénasa. Les retombées et les dérives dues à l'exploitation minière au Burkina, sujet qui a fait l'objet de la communication du Dr Rassabelga Ouedraogo ce matin. On en sait plus avec Yacinthe Ouedraogo. Le Burkina Faso occupe une place de choix dans l'exploitation minière dans la sous-région. Cependant, les fruits de la croissance générée par les ressources minières ne profitent pas à une grande partie de la population, surtout celles vivant dans les zones minières. C'est ce que l'on retient de cette communication de Dr Rassabelga Ouedraogo. Pour lui, le secteur minier fonctionne de nos jours comme un corps étranger dans le corps économique du Burkina Faso. Est-ce que ce secteur a permis d'avoir des recettes fiscales substantielles pour faire de l'investissement public? En partie. En ce sens qu'il y a des années où 20% des recettes fiscales de l'État étaient tirées du secteur de l'exploitation minière. Mais on sait que pour plusieurs raisons, notamment les exonérations illégitimes, des fois des pratiques frauduleuses de la fiscalité font que le bénéfice en termes de ressources fiscales est bien inférieur et qu'on peut en avoir davantage. On peut se poser la question, est-ce que ce secteur a permis d'entraîner d'autres secteurs? Pas vraiment. Simplement parce que ce secteur fonctionne dans notre pays, en particulier l'exploitation industrielle, comme une économie d'enclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le secteur minier fonctionne en gros comme un corps étranger dans notre corps économique. Ils achètent les assurances ailleurs, ils se financent ailleurs, et la commande publique, y compris pour la nourriture, se fait bien souvent ailleurs. Et que le peu qui va à l'économie nationale n'est pas toujours, en termes de fourniture locale, n'est pas toujours gouverné par des règles saines. En particulier qu'il y a un développement important de la corruption, y compris dans la fourniture minière locale. Un avis partagé par les modérateurs à cette conférence publique, Bassolma Bazier, qui estime par ailleurs que le gouvernement gagnerait à respecter ses engagements, à savoir se conformer aux textes relatifs au code minier, dont la mise en œuvre est toujours en souffrance. Nous commençons d'abord par féliciter le réseau national de lutte anti-corruption pour son engagement, sa clairvoyance, sa détermination, mais aussi l'énergie dépensée sans compter pour porter la voix des sans-voix dans le domaine de la gouvernance minière. Comme nous l'avons dit, les ressources minières sont des ressources limitées. En Afrique de l'Ouest, le craton ouest africain, quand on évalue le Burkina, regorge de près de 21%. Deuxième élément, quand nous prenons spécifiquement le cas de l'or, c'est une ressource minérale non renouvelable. Quand vous l'enlevez, ça ne se régénère pas. D'autant que le dépôt a été fait suite à beaucoup d'événements géologiques,
des volcans et autres. Et par conséquent, quand vous avez la chance, un pays a la chance de trouver de telles ressources sous son sous-sol, il est tout à fait clair de se conformer au contenu de la Constitution qui dit que les ressources du sous-sol appartiennent au peuple et sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Pour rappel, ce forum national est une des activités du réseau national de lutte anticorruption RENLAC qui se tient à l'occasion de la 15e journée nationale des refus de corruption qui a débuté le 1er décembre dernier. Et l'autre communicateur à ce forum national sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina, Disombouré Manyumu, maire de la commune de Houndé, sa communication a porté sur les impacts de l'exploitation minière sur le développement des collectivités locales. Il est au micro de Hyacinthe Sawadgo. J'ai abordé essentiellement les deux formes d'exploitation, l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle. L'exploitation artisanale qui fait tourner l'économie locale et qui permet aux populations d'avoir un minimum de pouvoir d'achat et de faire des échanges commerciaux. L'exploitation industrielle qui donne plus de pouvoir d'achat à l'État et les collectivités tout en mettant les populations des collectivités dans une certaine précarité parce que leur installation augmente la cherté de la vie pendant que le pouvoir d'achat des populations ne suit pas. Et du coup, les collectivités et l'État ont les moyens pour investir dans les domaines sociaux, sinon socio-économiques, mais les populations n'ont pas ce pouvoir d'achat pour fréquenter ces infrastructures réalisées par l'État et les collectivités. La corruption, c'est au niveau de l'État. Allez-y surtout dans l'octroi des permis d'exploiter les sociétés minières. Allez-y dans les passations de gros marchés. Allez-y dans les emplois de haut standing. Vous comprendrez là où sévit réellement la corruption. Il y a beaucoup d'avantages qui sont faits aux sociétés minières qui auraient pu profiter aux communautés, mais qui aujourd'hui, finalement, c'est l'investisseur qui ramène tout ce qu'il a ramené pour investir au Burkina. Donc, c'est surtout à ce niveau qu'il faut bien regarder la gestion des permis d'exploiter, la passation des gros marchés au niveau des sociétés minières. Dans le reste de actualité au Ghana, le président sortant, Nana Akufo-Addo, a été réélu avec 51,59% des voix contre environ 47% pour son principal challenger John Dramani Mahama, candidat donc de l'opposition du Parti Congrès National Démocratique. Il s'agit du troisième duel entre les deux hommes politiques. Les résultats de la présidentielle tenue lundi ont été annoncés en direct sur les réseaux sociaux par la présidente de la commission électorale. Un tribunal sénégalais a condamné mardi à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, 3 pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe. L'un des 3 fils est en effet mort en pleine mer. Les parents ont été condamnés pour mise en danger de la vie d'autrui. Comme tant d'autres, c'est l'histoire d'un rêve d'Eldorado européen qui finit mal, mais cette fois les parents se sont retrouvés sur le banc des accusés. 3 pères sénégalais qui avaient embarqué leur fils sur une pirogue pour tenter de gagner les Canaries ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme. L'un des garçons est mort durant la traversée, les 2 autres ont rebroussé chemin. Je pense qu'ils n'étaient pas animés par un sentiment de sacrifier leur enfant ou un sentiment de mettre en péril la vie de leur enfant. Non, ils étaient animés par un sentiment de bien faire, par un sentiment de très bien faire. Et ce sentiment était pour des lendemains meilleurs pour leur enfant, pour leur réussite. Et ils ont pensé, peut-être à tort ou à raison, que l'Europe serait un bon endroit pour réussir. Seul le chef d'inculpation de mise en danger de la vie d'autrui a été retenu. Les charges pour complicité de trafic de migrants ayant été abandonnées. Les pères avaient payé un passeur pour conduire leur garçon en Espagne, mais la destination finale était l'Italie. L'adolescent de 15 ans qui n'y a pas survécu voulait intégrer un centre de formation pour footballeurs. Depuis le début de l'année, plus de 500 migrants sont morts en Méditerranée, d'après l'Organisation internationale pour les migrations.
Et puis je vous le dis en titre, l'ancien président français Nicolas Sarkozy risque 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la réquisition du parquet national financier à son encontre donc pour corruption et trafic d'influence. Donc dans l'affaire dite des écoutes, l'accusation a demandé donc les mêmes peines pour l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l'ex-chef d'État français, demandant donc pour ce dernier qu'elle soit assortie de 5 ans d'interdiction professionnelle. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la peine requise par le parquet national financier ce mardi contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président français est jugé pour corruption et trafic d'influence aux côtés de son ancien avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Une peine identique a été requise à leur encontre. Mais cela aurait pu être pire. La peine maximale encourue est de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Pour rappel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir obtenu des informations protégées par le secret via son avocat Thierry Herzog auprès du haut magistrat Gilbert Azibert à la Cour de cassation. Cette dernière devait décider si les agendas présidentiels de l'ex-chef d'État saisis dans l'affaire Bettencourt pouvaient être utilisés dans d'autres dossiers l'impliquant. Le président et son avocat étaient alors sur écoute. Et les juges les soupçonnent d'avoir essayé d'obtenir l'appui du magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Ces conversations ne sont que des bavardages, a rétorqué Nicolas Sarkozy, qui a dénoncé une infamie et une traque judiciaire à son encontre. L'ancien président assure n'avoir eu aucune information privilégiée et il a contesté tout acte de corruption. Nicolas Sarkozy souligne aussi que Gilbert Azibert n'aura jamais obtenu le poste à Monaco. Mais selon la loi, il n'est pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue pour que la corruption et le trafic d'influence soient caractérisés. Les plaidoiries de la défense auront lieu ce mercredi et jeudi, mais c'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président sous la Ve République. Dans l'affaire des emplois fictifs qui concernait Jacques Chirac, le parquet avait demandé à l'époque la relaxe, mais l'ancien président avait été finalement condamné. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous pour la suite des programmes. Tout à l'heure à 21h, émission spéciale avec David Nana. Bonsoir.